Donc, séquence à deux voix. Voilà, donc Bon, je me suis présenté tout à l'heure. oui, Hein, donc à moi. Donc, rapidement, parce qu'après, on va quand même. donc je m'appelle Sébastien Bouvet, j'ai bientôt 50 ans, je suis installé depuis 20 ans à BD, donc sur l'axe Rennes-Saint-Brieuc, et donc en production laitière avec mon épouse. Voilà, ce qu'on a voulu vous présenter à travers cette séquence à deux, finalement, c'est un témoignage qu'on a baptisé la transition, enfin, une trajectoire vers le bio. On utilise beaucoup dans le défi cette question, enfin, il n'y a pas dans le défi d'ailleurs que c'est ressorti, mais cette question de trajectoire. Pour dire qu'effectivement, on a affaire à un parcours de vie avec des étapes. Et ces étapes, finalement, sans ces étapes précédentes, finalement, il n'y aurait pas ce qu'il y a aujourd'hui. Et puis, les décisions qui ont été prises. Et donc, ça fait ce lien-là. C'est-à-dire qu'on va voir qu'à travers la trajectoire de Sébastien, on a un certain nombre d'éléments, de jalons qui ont été posés qui l'ont amené effectivement à prendre des décisions qui font qu'il est aujourd'hui effectivement en bio. C'est ce parcours-là qui fait qu'à un moment donné, c'est ancré. Et effectivement, et du coup, c'est intéressant parce que ça donne beaucoup d'éléments, de matière aussi. Dès lors qu'on va rencontrer de nouvelles exploitations qui ne sont pas du tout, qui ont à peine commencé, enfin, qui sont dans une trajectoire, mais avec notamment une phase de désensibilisation, on va dire, au phyto qui est peu présente, peu forte, on imagine bien que les trajectoires peuvent ne pas se faire aussi rapidement que cela. Donc, en termes de séquençage, d'abord, il y a une installation. Ouais. Alors, on a appelé ça entre nous, on a construit ensemble, de trouver ses repères. Alors, concrètement, il y a quelques éléments qui sont posés, tu peux peut-être nous les décrire? Oui, donc on part de loin parce qu'avant d'être agriculteur, j'étais mécanicien avion dans l'armée de l'air pendant presque 10 ans. Et ma femme a été dans la restauration pendant presque 10 ans aussi. Enfin, ma femme, c'est Agnès. Donc, Agnès s'est installée en 99 suite à une reconversion. Il y avait une opportunité de reprendre une petite exploitation proche du site de ses parents. Le site des parents, le site repris. Et donc, moi, à l'époque, j'étais dans l'armée encore. Et donc, en 2002, je me suis installé, on va dire par amour. Du métier ou Eh ben voilà, peut-être une envie de retour à la terre. Enfin, je ne sais pas comment expliquer, mais bon, les parcours de vie font que je me suis installé en 2002. J'ai repris l'exploitation de mes parents. Et donc, on a créé le GAEC existait déjà, mais j'ai intégré le GAEC, GAEC, groupement agricole d'exploitation commun. Donc, on travaillait avec les parents d'Agnès, Agnès et moi, et donc sur une surface de 129 hectares, et on produisait environ 600 000 litres de lait. De manière assez intensive, hein, quand on voit le niveau de production. Donc, quels étaient l'objectif à ce moment-là? Alors, les objectifs, un peu comme partout en campagne, dans la campagne, c'est de produire sa référence, vivre de son métier. Et voilà. Parce que déjà, on voit de manière fréquente, on dit reconstruire les systèmes. D'emblée, le fait de l'histoire fait que, par exemple, sur un parcellaire aussi éclaté, aussi morcelé, ça va avoir forcément une incidence sur le choix de systèmes de culture qui vont être mis en place, quoi. On n'est pas sur un assolement qui est une belle exploitation avec un parcellaire groupé. On hérite finalement d'une histoire. Et évidemment, ça peut avoir des choix directs sur, en l'occurrence, dans une première phase comme ça, assez tendue économiquement, sur les choix de systèmes qui sont mis en place. Oui, c'est sûr que si les 130 hectares avaient été tout d'un seul tenant avec la stabulation au milieu c'est plus facile d'aller vite, on va dire, dans les changements de système. Comment vous conseillez la conduite des cultures à ce moment-là? Oui, donc au départ, comme j'étais pas, je suis issu du milieu agricole, mais il faut déjà créer ses repères, quoi, une façon de travailler. Et donc, on a suivi ce qui était déjà en place, quoi. On ne va pas tout bouleverser, surtout que les beaux-parents étaient toujours là. Il faut faire avec aussi, quoi. Et du coup, comment la montée en compétences, comment tu l'as fait? Alors,
assez vite, j'ai rejoint le groupe des filles. J'ai fait partie d'un groupe CETA aussi. Enfin, le fait d'être en groupe, quoi, de voir ce que font les autres, et ça permet de progresser très vite, quoi, et de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas chez les collègues. Et beaucoup de visites aussi dans le sein de ces groupes. On fait beaucoup de visites d'exploitation, voir les différentes façons de produire et les techniques, les trucs qui fonctionnent pas. On arrive à la deuxième, on va dire, deuxième période qu'on a fléchée. Il y a une période, on reprend en 2010, où là, effectivement, il y a comme une mesure engageante que vous prenez. Alors, pourquoi? En l'occurrence, c'est la signature de la MAE. Oui, alors, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'assolement était l'assolement, on va dire, un tiers herbe, un tiers culture de vente, un tiers maïs en silage. Et on a fait beaucoup évoluer ce système. Et tu parlais de réduction. La MAE. Ouais. La MAE, réduction herbicide, c'est un peu comme ce qui se passe à Cooperl. C'était incitatif et le fait des groupes, avec les mélanges de variétés, tout ça, on pouvait réduire assez facilement les IFT. On est un secteur aussi très dynamique CUMA dans notre coin. Donc, tous les outils de désherbage mécanique, s'il n'y a pas dans notre CUMA, il y a chez les voisins. Il y a des chauffeurs qui sont formés aussi pour faire avec ces pratiques-là de binage, de désherbage mécanique. Donc, ça aide à évoluer, quoi. Il faut dire, on était dans un territoire sensible. On est sur le premier captage prioritaire des gradés en phyto en Bretagne, officiellement. Bassin versant du Meux. Ouais. Bassin versant du Meux. Et dès lors, il y avait une très forte sensibilité territoriale. Il y avait 25% des agriculteurs qui s'étaient engagés dans une MAE. Donc, c'était 250. Donc, il y avait une pression forte. Ce qui a créé à l'époque des dynamiques, justement, notamment en CUMA, de matériel. On devait être les tout premiers à mettre en place des bandes enherbées. Ça, c'était encore avant. Ouais. Et donc, ça crée des conditions, effectivement, où il y avait capacité à faire venir du matériel, à amener de la réflexion, à faire bouger aussi les distributeurs. Parce qu'évidemment, quand vous aurez dans la campagne, dans une commune, 7, 8, 10 exploitations qui ont pour obligation de changer, eh bien, celui qui vient vendre, il est obligé de s'adapter à… Et en plus, quand ça parle, il y a des CUMA, il est obligé de s'adapter finalement aussi de prendre en considération les objectifs agriculteurs. Donc, ça crée un environnement qui est quand même assez… qui change, quoi, assez propice finalement à intégrer ces dimensions-là. On a une période effectivement où là, l'exemple d'une visite qu'on fait en réseau, on est quand même avancé sur ce qu'on disait tout à l'heure. On a des systèmes laitiers, mais on a classiquement comme un système laitier, j'aurais pu montrer la carte, autour de la stabulation, on a les prairies temporaires en rotation avec un maïs et un blé, et puis à l'extérieur, vous allez avoir les parcelles éloignées avec maïs-blé, maïs-blé-orge, maïs-blé-colza-blé, des variantes comme ça, des cultures. Et donc, on commence déjà à travailler finalement plutôt les premières années à l'échelle de l'ITK. Il y a besoin de renforcer les différents leviers sur lesquels vous progressez. Tu t'en as parlé un petit peu. Allongement des rotations, mélange de variétés, binage soit ou RC-tri, binage sur le maïs, soit en mixte ou soit tout mécanique. On avait testé en blé, je me rappelle. En blé, on a essayé. On fait des tests aussi. Voilà. Et donc, je suis assez expérimentateur aussi. Donc, voilà. Profil, effectivement, testeur, innovateur. Et 2010-2015, donc finalement, c'est le temps de déroulement de la MAE, on a tout ce qu'on vient de préciser. Et puis 2015, là, il y a un élément qui vient vous percuter dans votre trajectoire. Oui, alors, on a écrit quoi? Crise laitière. Enfin, crise laitière, ce n'est pas la première, parce qu'en 2009, il y avait déjà eu une belle crise laitière, mais on ne s'était pas remis en question assez. Donc, mais 2015, on s'est rendu compte qu'on brassait beaucoup d'argent et au final, il ne nous en restait pas forcément beaucoup à la fin. Et un des premiers objectifs, ça a été redit ce matin, mais il y a une dimension économique. Donc,
Après, il n'y a pas 36 façons de faire. C'est soit on réduit les charges, soit on augmente les volumes. Mais si on augmente les volumes, on se retrouve limite en termes de travail. Donc, on a choisi de réduire les charges. Alors, du coup, comment, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu allé chercher comme information? Comment tu t'y es pris? Alors, j'ai pris un conseiller indépendant pour revoir le système fourrager sur l'exploitation. Et donc, mise en place de métailles en silage. J'ai donc des prairies de fauche avec des légumineuses, des luzernes, des trèfles violets. Qu'est-ce qu'on a mis en place? Maïs épi pour pour remplacer le maïs en silage, pour tendre vers un système beaucoup plus autonome, quoi. Mais autonome aussi bien protéique, fourrager, décisionnel, économique, enfin un système autonome, quoi. Ça doit parler au CIVAM. Donc, plus de pâturage, on en parlait avant qu'on commence, mais des prairies qui, au départ, ne me semblaient pas accessibles, sont finalement devenues accessibles, quoi. On passe un peu plus de temps à emmener les vaches, mais il y a des leviers ou des freins il y a des freins qu'on se met tout seul dans la tête, quoi. Voilà, donc mais mise en place tranquillement d'un nouveau système avec plus de pâturage. Et puis, quelque part, pour ça, éventuellement se faire accompagner économiquement. Oui, donc on avait signé une MAE 2865. On n'avait pas été très ambitieux, puisque au bout de 3 ans de cette MAE, on a décidé d'engager une conversion bio. Donc, on aurait pu changer de levier, mais on trouvait confortable de la 2865. C'est-à-dire 28,65. Alors, c'est 28,55. Ouais, donc c'est 28% de maïs maximum dans la SFP et c'est 55% d'herbe dans la SAU. Il y en a une au-dessus, non? Ouais, il y a 2 au-dessus encore. 65. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres, mais je sais pas encore. Pour la prochaine PAC, il y a encore d'autres. Ce qui veut dire que, bien que ce qui était du domaine du impensable, là je présente la carte, l'assolement, les premiers systèmes de départ, effectivement, qui sont figés puis qui répondent à des logiques plutôt, ça c'est pas possible parce que voilà, temps de travail, distance, etc. Ça vole en éclats, quoi. Alors que dans ce parcellaire-là, qui n'était pas très éloigné, mais qui était essentiellement en culture. Le parcellaire n'a pas bougé. Le parcellaire n'a pas bougé, ouais. Depuis que je suis installé, ça n'a pas bougé, quoi. L'assolement a beaucoup changé, oui. Aujourd'hui, c'est une centaine d'hectares d'herbe et dizaines de mélanges céréaliers et 10-12 de maïs. Notamment, ce que tu m'as relaté à chaque fois, c'est des déclencheurs visuels, c'est des visites d'exploitation que tu allais voir qui t'ont percuté, quoi. Ouais, là, on voit une photo d'une visite, c'était dans le sud du département. Et un système, il venait de faire une conversion bio, le jeune. Et un système, des terres moins productives que chez nous. Et je m'étais dit, si eux y arrivent, je vois pas pourquoi ça ne le ferait pas chez nous, quoi. Alors que mon beau-père dit, pendant longtemps, m'a dit qu'on n'avait pas des terres à herbe. C'était pas possible de faire de l'herbe chez nous. Mais bon, c'est. Donc, effectivement, on arrive en 2015-2018, on est sur les premières années de la MAE, de changement de système, et puis un choix qui est fait, on l'a dit tout à l'heure, c'est de valoriser. Une nouvelle étape, valoriser les efforts. Ouais, alors après, pourquoi ce choix de donner de passer au bio? Comme tu dis, valoriser, parce que ce sera aujourd'hui, je ne sais pas, ce serait peut-être différent parce que, mais là, le marché était super porteur et je pense que dans ma tête, j'avais assez de compétences pour réussir une conversion bio. Et donc, on a fait un pass bio avec AgroBio.
Et ça correspondait à nos objectifs. Donc, on a démarré une conversion en mai 2018, une conversion, ce qu'on appelle non simultanée, d'abord les terres et ensuite le troupeau. Et pour vendre du lait bio en novembre 2019, quoi, 1 an et demi après. La question du travail est aussi au cœur de vos préoccupations, vous amène à prendre des décisions. Ouais, donc, depuis longtemps, on a délégué une grosse partie des travaux de culture, de fauche à la CUMA, et pour rester concentré sur l'élevage, quoi. Voilà. Dernièrement, du coup. Ouais, et donc en 2019, on a embauché un salarié à temps plein sur l'exploitation pour se libérer du temps, pour être plus cool, on va dire. Donc la question, voilà, on est en 2023 et demain, quoi. Et demain, bon, on va penser transmission, mais on n'est pas encore rendu là, parce que j'ai 4 enfants, et aucun, pour l'instant, n'a parlé que ça l'intéressait. Sauf peut-être mon gars, mais ce serait plus, ce serait changement de production, parce que ça n'a plus la carte, mais juste à côté. Juste ici, il y a un centre équestre qui est rendu tout le temps là-bas. Et donc, voilà. Bon. Et dans si des questions dans 5 ans, votre vision à 5 ans, quelle est-elle? 5 ans, là, déjà continuer ce qu'on a mis en place et en espérant que le marché du bio se refasse, quoi. Parce qu'aujourd'hui, dans la COP, personne n'en a parlé, mais je vends mon lait à une coopérative, c'est une petite coopérative de Normandie. Et à la dernière assemblée, là, ils ont parlé de déconversion. On n'avait jamais entendu parler de ça. Après, c'était des gens qui avaient commencé une conversion et qui ont arrêté en cours, mais ça questionne quand même. C'est Agrial. Petite COP. Non, pas une petite COP. C'est une très grosse COP, mais on est petit. On est 320 ou 330 producteurs bio dans la COP. À la déconversion. Non, ils ne poussent pas du tout à la déconversion, mais on n'avait jamais entendu parler de déconversion, quoi. Des gens peut-être plus opportunistes que d'autres, j'en sais rien. Je ne sais pas pour qui, pourquoi. Mais... Et quelle est la conséquence de la marché? Dans un système autonome comme le mien, on est limité en production quand même, et donc le fait de déconvertir, ils peuvent produire plus, quoi. Non, mais pour la crise actuelle. Non, aujourd'hui, moi, ça va. Ouais, le prix du lait. Où ça questionne, c'est que des fois, le prix du lait, l'an dernier, à un moment, le prix du lait bio était en dessous le prix du lait conventionnel acheté aux producteurs. Ça questionne, quoi. Après, sur l'année, non, mais parce que. Ça fait quand même. C'est possible d'avoir un chiffrage un peu. Alors, je comprends. De voir en fait quelle est la conséquence financière au niveau de l'exploitation en 2022. Ah non, nous, ça n'a rien changé, parce qu'on n'a pas zéro charge, mais on a très peu de charges. Donc, comment? Oui, voilà, le travail est moins. Donc, il y a eu une diminution de revenus. Non. Ça, c'est une stagnation, on va dire. Ouais. Ouais, mais après, j'avais moins de. J'arrivais en bout d'annuité. Donc, plutôt que de réinvestir, j'ai choisi de déléguer de la. Ouais. Il y a une stagnation du revenu alors que votre prix d'achat du lait a baissé. Non, le prix en bio, le prix est resté stable, mais par contre, le conventionnel, il est arrivé au niveau du bio, quoi. Sauf, oui, dans notre COP, c'est comme ça, mais le plus gros acheteur de lait bio, l'an dernier, oui, ils ont une grosse baisse. Tout dépend les marchés, c'est toujours.
Le plus gros acheteur de lait bio, il ne transforme pas son lait. Il vend. Ouais. J'ai une question sur la distance. Du fait qu'il y a vraiment une perception sur la distance des parcellaires. Mais avec le travail en CUMA, la CUMA, elle intervenait sur les 2 sites. Oui, en fait, il y a 3 sites. Enfin, on ne voit pas, mais. Donc, il y a 3 kilomètres entre le site principal et le site tout près de Montfort-sur-Meule, là, ici. Et par contre, jusqu'ici, il y a 15 kilomètres entre là et là. Et j'ai des bêtes sur le site ici aussi. Les grosses genisses. Et la CUMA, elle intervient sur l'ensemble de oui, alors après, donc je disais, il y a un gros maillage CUMA. Donc à Ifindic, ici, là, on a une très grosse CUMA qui intervient donc sur le site là. Et sur BD, il y a une CUMA sur BD, quoi. C'est vachement important, je vois l'impact du travail CUMA pour la partie désherbage. Désherbage mécanique, mais pas que, parce que si je prends le cas de l'agribocage, enfin, c'est la CUMA d'Ifindic, ils me font de l'afforagement en verre aussi. Donc, j'ai un système très pâturant, mais à des périodes charnières comme début d'automne ou début de printemps, quand il n'y a pas assez de pâturage pour avoir une ration 100%, pour limiter les stocks, quoi. Donc, je vais chercher de l'herbe ici. Ils viennent me chercher de l'herbe ici et me la distribuer. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, c'est des vrais outils de reconception qui aident à la reconception. Parce qu'à partir du moment où on gagne, surtout aujourd'hui, il y a une question de temps de travail qui est vraiment lourde dans la campagne. Si on trouve effectivement des organisations comme ça qui permettent de déléguer, de faire le travail de valorisation d'herbe, parce que si on veut conserver des systèmes potentiellement reconstitués avec un plus d'herbe, eh bien, ce genre d'outils sont quand même c'est stratégique. Ça permet effectivement. Parce que c'est des investissements plutôt lourds, quand même, tout ce qui est récolte de l'herbe et désherbage mécanique aussi. Après, il y a un effet pervers. Il y a eu des subventions sur ces outils, donc je ne sais pas si le sociologue peut m'aider, mais du fait des subventions, ça a augmenté le prix des outils, quoi. Alors, voilà. Ce qui est intéressant dans les verbatim que j'ai retenus de la trajectoire de Sébastien, moi, il y en avait un qui m'a marqué. On avait fait une visite de conseiller en 2012 chez lui, et il y a une question qui avait été posée, quels sont tes objectifs? Et à l'époque, il avait clairement affirmé faire le quota. Et quand on lui pose la question maintenant, ou même depuis 2018, quoi. Alors, ma question maintenant, c'est peut-être vivre bien mon métier et pourquoi pas bien en vivre. Et ce qui est intéressant aussi, je trouve, c'est que David, tu parles du changement et de l'évolution de Sébastien, mais toi, dans ton métier, tu as changé aussi. Tu as vachement changé. Je suis filmé. Non, mais ce que je veux dire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à le besoin de sciences humaines pour accompagner, etc., je pense qu'il y a des freins psychologiques qui sont vachement puissants. Ouais. Et l'injonction qui n'est jamais verbalisée, mais qui rentre bien dans la tête, c'est faire le quota. À une époque, si le mec ne faisait pas son quota, il avait raté sa vie. C'était un agriculteur qui était nul. Enfin, et ça, aujourd'hui, ça a changé. Ça reste vrai, mais beaucoup moins. Mais tu as raison, il y a un vrai parallèle entre les trajectoires finalement des agriculteurs et puis finalement de ceux qui les accompagnent. Enfin, notamment pour s'inscrire dans un autre schéma de pensée. C'est clair, il faut passer d'une posture effectivement qui est plus d'expert à plutôt celui d'accompagnateur, quoi. Et ça demande de travailler sur soi parce que quand on a fait toute pour les historiques, ceux qui ont fait une carrière, on va dire, d'expertise, c'est quand même quelque chose qui est plutôt porte-Lego. Et revenir à une posture un peu à côté, c'est pas évident. C'est pas évident parce que c'est une remise en cause forte finalement de sa manière de fonctionner. Alors c'est vrai qu'avec les nouvelles générations de conseillers, alors, certes il y a du brassage, mais ça permet aussi quelque part on a des jeunes qui arrivent avec justement beaucoup plus de sensibilité par rapport à ça. Comme ils ne peuvent pas forcément au départ s'appuyer sur la technique, ils sont très ouverts justement pour s'appuyer sur la partie plus accompagnement, écoute. Ça nécessite des processus d'accompagnement, de formation aussi. Mais globalement, c'est vrai que c'est un autre regard. Et puis, des profils, parce qu'en source de conseil, tu en as beaucoup. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas exclusif non plus, loin de là, au contraire. Et je passe beaucoup de temps en groupe et je trouve que ça a fait progresser. Plus que le conseil, j'ai noté le temps passé
rencontrés et d'autres exploitations, des exploitants en haut. Et ça, c'est un vrai problème parce que ce qu'on voit dans l'ensemble d'exploitations qui sont chargées en travail, enfin, à force de prendre les mêmes productions, c'est qu'on est chargé en travail et du coup, on ne prend même plus le temps d'aller voir ce qui se passe ailleurs pour éventuellement progresser. On n'a plus le temps de se mettre en groupe, on n'a plus le temps de voir en CUMA, on sort des CUMA parce que de toute façon, il faut prendre du temps. Enfin, voilà, c'est des vrais problèmes. Et ça a tendance à, globalement, à individualiser la campagne. Et c'est vrai que c'est des problématiques fortes et sur lesquelles, finalement, alors, certes, on a des gens de plus en plus spécialisés, enfin, on peut l'estimer, peut-être, parce qu'ils sont 3 à 4 dans une structure, donc, évidemment, plus de compétences, peut-être notamment dans les champs. Mais après, effectivement, le pendant, c'est que tout dont on a parlé ce matin, c'est qu'il faut complexifier, sauf que là, on va perdre un tiers des exploitations laitières, donc on va perdre, grosso modo, toute la seule herbe qui va avec, tout va être mis en colza blé-orge ou maïs, et donc on va plutôt simplifier parce que la réflexion dans la campagne, c'est simplifier plutôt que de complexifier, voire même déléguer du coup à des ETA qui vont faire ça selon leur capacité à faire. Des investisseurs qui viennent investir la terre et faire de l'intervention. Ouais, même un truc qu'on n'a pas parlé, mais si, j'en ai parlé ce midi, mais le paysage par chez moi, là, ça a énormément changé. Là, donc, c'est Ifandi qui a mon fort sur eux ici. Et sur la zone, là, je ne sais pas combien il y a de méthaniseurs, mais ça change les pratiques aussi, quoi, parce que… Oui, comment? Eh ben, pas forcément le bon sens, parce qu'on ne voit plus tellement les vaches aller pâturer. Pas dans le bon sens vers le zéro phyto, d'ailleurs, parce que ça réintensifie les systèmes. Parce que, Quoi? Eh ben, ce qui se passe, pour nourrir le méthaniseur, il faut des cives, il faut du maïs, et et ça change même nos structures comme les CUMA, ça fait évoluer énormément aussi parce qu'il y a plus d'ensilage, les digestats à épandre dans des temps très courts. Enfin, la surenchère sur le foncier. J'y vois pas que des bons effets, moi. Enfin, surtout quand il y en a beaucoup dans un… Ça réaugmente les surfaces en maïs. Je ne sais pas si ça a été mesuré. J'ai pas les stats, mais ouais, j'avais une question parce que là, on est sur un témoignage de quelqu'un qui est passé qui a fait le choix de passer en bio, Sébastien et Agnès, mais quelle aurait été ton attitude s'il y avait eu beaucoup de monde à vouloir faire cette conversion sur le secteur ou même plus, quoi, parce que là, on voit bien ce qu'on a entendu ce matin, c'est faut aller vers zéro phyto, donc aller chercher la valorisation à travers une plus-value, le lait bio. Alors, chose qui était vraie pendant quelques années, aujourd'hui, on a bien vu. Mais s'il y a beaucoup de gens à passer en bio, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? On a été beaucoup de gens à passer en bio. Les COP et Lactalis, ils ont arrêté les conversions déjà d'aider les conversions depuis 2-3 ans, quoi, donc pour limiter pour que le marché absorbe les produits, quoi. Et c'est ce que je voulais dire un petit peu en réponse à la dame là-bas, parce que ce matin, on voit bien que le premier exposé, c'était de dire faut arrêter tous les phytos. Mais là, on voit bien que le marché, et c'est une notion qu'il faut quand même intégrer, ne le permet pas. Alors, on peut avoir de l'idéologie, mais s'il n'y a pas le consommateur qui est prêt à payer, même si on prend l'argent ailleurs, etc., ça ne le fait pas. Par contre, moi, je crois beaucoup plus à ce qu'on arrive à accompagner une masse d'agriculteurs à réduire les phytos, mais ne pas stigmatiser sur la suppression. Moi, je ne partage pas du tout ce point de vue-là. Moi, je fais partie du collectif de soutien aux victimes des pesticides de l'Ouest. On est habitué à nous rencontrer dans des ciné-débats. On ne partage pas du tout le point de vue. Nous, on est pour l'arrêt des pesticides. Quand on voit les dégâts, ce matin, ce qu'a dit monsieur d'Atlantico, j'oublie son nom, c'est clair. Il a dit sur les maladies, ça entraîne chez les enfants, chez tout le monde. On rencontre au niveau des maladies professionnelles, dans les campagnes, les Parkinson, les lymphomes, et maintenant, justement, sur tout ce qui est la reproduction humaine, tout ce qu'on a dit sur la biodiversité, ce qu'on a dit sur l'eau. Il est sûr que
Enfin, pour nous, le bio est net de coûts sociétaux. Le conventionnel n'est pas net de coûts sociétaux. C'est deux formes d'agriculture qui ne luttent pas à armes égales. Il y en a une qui, les frais liés à la dépollution de l'eau, à la santé humaine, ils sont supportés par la société. Si le conventionnel vendait ses produits en intégrant tous les coûts sociétaux, le bio serait moins cher. Donc, c'est bien un problème politique, c'est un problème qui on aide, qui on favorise. Il faut que ça arrête. Là, enfin, on doit aller vers du radical. Aujourd'hui, on ne peut plus attendre. On a parlé d'Ecofito, Ecofito 2008-2018. Enfin, les quelques dernières années, c'est plus de 25 ans en ODU. Non, je sais pas, moi, le discours économique, pour moi, il est soumis au discours du bien commun, de la santé, de l'environnement, de la biodiversité, ce qu'on va transmettre à nos enfants. Après, ce que je vois, c'est qu'il faut encore. J'entends, mais ce que je vois, c'est que pour que passe à bio, il faut mettre en place un système qui soit robuste pour faire face aux bioagresseurs. Mais il faut qu'il y ait une aide publique. Enfin, alors, peut-être, mais en tout cas, il faut un discours qui ait du temps pour complètement ramener ça. Mais c'est pas non plus. On risque de se heurter à des éléments qui sont aussi du sens du métier. Alors, l'étude que vous avez portée, Mélissa Transaille, c'est intéressant là-dessus parce que pour certains qui étaient dans l'étude, qui sont convertis en bio, ils y ont retrouvé plus de revenus. Ils y ont retrouvé une amélioration de la qualité de vie, mais ça ne leur convenait pas. Ce n'était pas leur façon, leur métier. Ce n'est pas le métier dans lequel ils s'étaient insérés et ils sont déconvertis. Alors, c'est 2 ou 3. Hein. Il y a eu effectivement. Ouais. En fait, c'est pas forcément bio, c'est un système économique autonome. Souvent, on fait l'amalgame, mais un système bio n'est pas forcément un système économique autonome. Mais à mon sens, ça peut expliquer un certain nombre de déconversions. Parce que quand on fait son revenu uniquement avec la valorisation du produit et pas sur les économies de charge, et ben, quand le prix du produit se casse net, et ben, la viabilité économique de l'exploitation se casse net. Donc, c'était une étude qui a gardé finalement c'est quoi l'impact du travail et de la conception qu'on a de son métier dans le choix de système et l'évolution qu'a ce système. Et effectivement, on voit que on n'a pas à faire. Un agriculteur, c'est pas un homo economicus. C'est-à-dire qu'il ne passe pas son temps à compter les euros, même si c'est important, pour tout le monde. Mais il a aussi d'autres préoccupations. Et que toutes ces préoccupations-là, elles ont un impact plus ou moins important, en fonction des personnes, sur les choix de système. Et du coup, l'accompagnement, moi, tout à l'heure, je vous parlais de comment on accompagne, c'est quoi le métier d'accompagnateur et du type pour faire ça. C'est pas forcément en passant par une entrée économique que les gens choisissent d'évoluer. Il y en a qui font par une entrée économique, il y en a qui font par d'autres entrées, il y en a qui combinent les entrées. Et on relativise beaucoup maintenant cette notion de déclic dont on pouvait parler avant. Qu'est-ce qui a déclenché la transformation des systèmes? Non, c'est un mythe. Le déclic, clairement, quand on en parle avec les agriculteurs, c'est pas comme ça. C'est une histoire je disais David, de parcours, un pas en avant, 2 pas en arrière, environnement, voilà, socio-économique avec les agriculteurs. Donc, oui, il y a des gens qui font des choix de revenir sur d'autres systèmes que des systèmes bio, mais ça s'explique de plein de manières différentes, par des représentations de travail, par des évolutions dans leur famille, par le regard de leur père aussi sur le secteur. C'est complexe. C'est très complexe. Contre, ce qui est vrai, c'est que, en fait, il y a on travaille avec des sociologues et des ergonomes aussi, qui ont montré qu'il faut qu'il y ait une sorte de cohérence entre ses objectifs personnels, ses objectifs professionnels et son éthique. En fait. Et quand ces 3 choses-là ne sont pas en équilibre, on change. Voilà. Et ça, c'est ce que tous les êtres humains font. Et donc, des agriculteurs étant des êtres humains. On oublie. En fait, quand il y a quelque chose, quand dans ce triangle-là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas par rapport aux 2 autres pôles, on va changer dans un sens ou dans un autre. Et c'est ce que disait David. À un moment donné, si mon système, même s'il est très vertueux sur le plan environnemental, il ne me convient pas par rapport à d'autres plans, par exemple, tout à l'heure, tu parlais de ton beau-père.
Le beau-père a fait la victoire et on part dans autre chose parce que ça convient mieux à la vie de famille. Et donc, c'est ce triangle-là qui est important de prendre en compte quand on essaie de comprendre le changement. Et du coup, qu'est-ce qui joue aussi sur ce triangle? C'est les politiques publiques et l'environnement, sur la vie de famille, sur la vie professionnelle et sur le monde professionnel qui nous entoure, son éthique professionnelle, etc. Et si ces politiques publiques-là, elles ne sont pas coordonnées, des fois, ça n'aide pas. Donc, c'est vrai que tout à l'heure, on disait, oui, c'est bien de rémunérer le travail, il y a des aides, etc. Mais Ecofito, ça ne marche pas bien, etc. Mais en même temps, quand on voit une PAC qui n'est pas forcément cohérente avec les objectifs d'Ecofito ou avec le nouveau règlement européen sur la réduction des phytos qui va sortir, tout ça, c'est pas facile à gérer. Donc, des fois, il faut revenir en arrière. Ce qui est dur, c'est que c'est une question du temps, quoi. Si on prend, je trouve. On a un certain nombre d'injonctions pour aller très vite sur un certain nombre de choses. Or, comme toute transition, on est obligé de gérer des temps plus ou moins longs, quoi, selon les personnes, de manière à ce qu'ils puissent s'adapter et puis faire en sorte d'évoluer. Ça veut dire aussi accompagner ces temps. Et là-dessus, effectivement, ça reste timide en termes d'accompagnement, pour favoriser et peut-être accélérer justement ce processus temporel, quoi. Mais il y a en fait, il y a quand même une opposition entre le temps politique et moi, ce que j'appellerais le temps agronomique. Et souvent, on essaye d'aller vite, alors qu'il faut du temps. Et on ne peut pas dire que ça aille vite, dans le sens de la diminution des pesticides. Non, mais non, on ne peut pas dire que ça aille vite. Non. Mais on ne peut pas non plus demander à quelqu'un de changer son système en ce moment. Donc, non, voilà. Mais on peut fixer un objectif à long terme et lui donner les moyens de l'atteindre. C'est ce qu'on ne fait pas actuellement. L'hectare, ouais. On parle de travail à réseau CIBAM, Quelle a été l'évolution des autres membres du groupe des filles et comment ça va évoluer dans le temps? On voit les salaires augmentent, le temps de travail diminue aussi dans les exploitations. Comment vous voyez les choses? On a affaire à des individus, enfin des exploitations, avec un ou plusieurs individus par exploitation. Donc, du coup, on est lié à un moment donné, la situation de cette exploitation dans le temps, quoi. Ça peut être bousculé par plein d'éléments. On a eu un agrandissement et puis spontanément, on change d'objectif, ou un associé qui s'en va et du coup, ça scinde la structure et on change d'objectif. Donc, ça reste fragile parce que forcément, on est lié à quelque chose. Enfin, voilà, on vit dans du vivant. Je suis le seul à être passé en bio. Mais il y a eu des. Enfin, non, il y a le lycée Durand. Il y en a quelqu'un qui a signé une 2855 aussi, donc un de tes voisins. Il y en a qui sont posé la question, mais après, voilà, c'est pareil, il y avait les parents qui n'auraient pas été dans ce schéma-là. Il y a la question. Maintenant, Julien, c'est un peu ça. Hein. Peut-être qu'il va se poser. Enfin, voilà. Quelque chose qui pouvait, je pense, lui convenir, mais encore fallait-il que ce soit aussi accepté avec l'autre génération. Donc, il y a la maturité. Enfin, ça a pris finalement à se construire, un peu à définir les objectifs, pour un certain nombre. Et puis aussi, j'en ai 2 ou 3 qui étaient dans un système finalement contraint et qui leur convenait, et qui allaient plutôt travailler un peu sur l'échelle d'ITK, mais pas sur la reconception. Et ça, clairement, dans Défi, on a voulu dire oui, on va aider à construire l'évolution des systèmes. C'est plus complexe que ça. On ne peut pas dire qu'on a. Allez, s'il y a 15% des exploitations sur lesquelles il y a une reconception, 15-20%, c'est la réalité. Parce qu'après, toutes sont confrontées à des changements éventuellement. Surtout ça, c'est important, les changements d'objectifs en cours de route qui font que, comme tout, un divorce, la vraie vie, quoi. Oui, mais c'est là où aussi un petit témoignage, parce que moi, là, tout à l'heure, je parlais d'une autre échelle, mais finalement, au Gerdan, on travaille sur l'accompagnement. Tu sais bien, on travaille ensemble avec les Ecofito aussi, sur l'appui, cette fois, vraiment méthodo des exploitations, mais qu'on a vendu des champs, qui avait parlé. Hein. Mais en fait, par contre, ce qui est au cœur de la discussion, c'est pas du psychologique. Hein. Ce qui est au cœur des discussions dans le groupe, moi, j'ai été dans le plan éco-antibio aussi. D'ailleurs, c'est une question pour un collègue sociologue. Je ne sais pas s'il y a eu une comparaison. Pourquoi le plan éco-antibio marche, a atteint ses objectifs, voire plus,
et pas le plan Ecofit. Mais je la laisse, parce que je pense que la comparaison peut être intéressante. Une autre thèse. Ah, mais, ouais, une autre thèse, je sais pas. J'ai besoin d'un job, Alors, ils ont perdu. Effectivement, ce qui est au cœur quand on discute avec un groupe, enfin, on anime un groupe et le contenu de la discussion, c'est de la technique, c'est de l'économique, on n'est pas dans du flou, hein, on est dans des trucs extrêmement concrets, le parcellaire, les bêtes, l'herbe, et il y a toutes les échelles dedans. C'est ça que je voulais dire, c'est-à-dire que le contenu de la réflexion, l'agriculteur, vous raisonnez à toutes les échelles, c'est ça qui est impressionnant. Vous raisonnez à l'échelle d'exploitation, du marché, de la filière, de l'Europe, du marché mondial. C'est-à-dire que le contenu de ce qui discute pour faire les choix, c'est le contenu de ce qui caractérise à un moment donné l'ensemble des interactions dans lesquelles vous êtes. C'est-à-dire que vous, le niveau d'interaction dont on parlait tout à l'heure, dans l'analyse du réseau, le niveau de raisonnement de l'agriculteur, ce n'est pas que l'exploitation ni que la parcelle. C'est justement toutes ces interactions avec son acheteur, ses clients, son parcellaire, les MAE, donc les politiques publiques, etc. Donc, la question que je me pose, c'est comment ça se fait que nous, on n'arrive pas finalement à intégrer le fait que le raisonnement de l'agriculteur, il est pluriéchelle et il est systémique en tant que tel. Parce que s'il y a un choix, on dit que c'est long le changement, s'il y a un choix intéressant à faire des méthaniseurs, vous avez vu la vitesse à laquelle ça se développe. Moi, je me dis, mais tiens, on dit que c'est long le changement, mais d'un coup, c'est hyper rapide. Donc, ça veut dire qu'il y a une capacité à se saisir aussi d'opportunités de marché. Là, c'est les méthaniseurs, c'est des subventions, hein, qui fait que c'est très rentable, certains, et qu'il y a des conditions. Et donc, il y a une capacité à se saisir des changements, que ce soit dans la filière, dans les politiques publiques. Donc, vous êtes saisi des MAE, vous êtes saisi de la vente du bio, et que donc ces leviers doivent aussi être pensés finalement. L'accompagnement, c'est intégrer, c'est ça que je veux dire, c'est dans notre appui, on doit intégrer ce que l'agriculteur lui-même intègre, c'est-à-dire toutes ces interactions avec l'ensemble des autres éléments. Ce qui évidemment plaide toujours pour accompagner et l'agriculteur et les autres acteurs. Et c'est là où il y a encore un plus si on veut massifier tous ces objets. C'est ce qui est fait avec un groupe comme celui-là qui est hyper intéressant. Comment on peut en faire quelque chose qui devient plus juste une histoire de bonne volonté d'aller dans ce groupe. Ça ne donne pas une recette miracle, hein, mais je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, je suis surpris de cette capacité à intégrer ces éléments dans les raisonnements que j'ai dans les groupes avec lesquels on travaille, qui sont à tous les niveaux, économiques, techniques, humains, du travail, etc. Donc, c'est un raisonnement proprement technico-économique. Ce n'est pas une histoire psychologique, c'est ça que je veux dire. Ce n'est pas ça qui se passe quand il y a le. Non, mais j'ai compris ce que tu voulais dire. C'est pas ce que je veux dire, c'est que c'est. Je suis pas tout à fait d'accord. Non, mais c'est une histoire peut-être que de mots. Hein. C'est que, en fait, dans ce raisonnement du changement, il y a tout ce que vous avez expliqué. C'est un raisonnement basé sur des aspects techniques, des aspects économiques, des aspects de travail, humain, des aspects, etc. Bon. Et c'est parce qu'on arrive à intégrer ces éléments de contexte avec lesquels l'agriculteur fait des choix qu'on est au plus près de quelque chose qui va correspondre à son souhait et en même temps au contexte dans lequel il est. Et ça veut dire que pour un conseiller, il va falloir aller questionner et concrètement aller explorer tout ça. Ben c'est ça, creuser. Intégrer tous ces éléments, mais c'est la preuve de l'approche système. Hein. Tout à fait. Mais ce qui veut dire que globalement, les métiers, quand on voit les métiers, un ensemble de métiers du végétal aujourd'hui dans les exploitations, on n'est pas du tout sur ces missions-là, même ces mandats-là. Alors nous, après, c'est le travail d'entreprise aussi, de structure. Enfin, nous, c'est faire ça en interne pour se former justement pour ouvrir ce champ-là, pour bien comprendre où on met les pieds. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, c'est loin d'être généralisé. Et pour autant, c'est indispensable si effectivement on veut être à côté. Quoi.